Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième podcast qui traitera entre autres de sursauts gamma, de vitesse, de supernova et d'un très joli caillou martien. Commençons par l'événement qui se déroule en ce moment même, puisque nous sommes en plein dans la Semaine mondiale de l'espace qui se déroule chaque année du 4 au 10 octobre. La Semaine mondiale de l'espace, ça fait 13 ans que ça dure, puisqu'elle a été proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1999 pour célébrer la contribution de la science et de la technologie spatiale à l'amélioration de la condition humaine. Excusez du peu. Mazlan Othman, la directrice du Bureau des Affaires spatiales, a d'ailleurs déclaré « On s'efforce avec nos partenaires d'apporter sur la Terre les bénéfices de l'espace. Cette semaine est devenue une célébration planétaire de la science et de la technologie. » Alors, moi, je veux bien, mais le seul souci, c'est que j'en ai pas entendu parler nulle part, en fait. Il existe absolument rien sur cet événement dans les médias français en ligne. J'ai rien trouvé dans les médias classiques. C'est comme si ça n'existait pas. Mais heureusement, quand même, y en a deux qui suivent, en farfouillant un peu. Le collège Léonard de Vinci à Carvin, dans le Pas-de-Calais, qui a une documentaliste certainement intéressée par les sciences, puisque 2-3 petites choses sont organisées au CDI pour l'occasion, et le Maroc, qui organise des manifestations dont on peut trouver le programme sur une page Facebook dédiée qui s'appelle World Space Week. Donc si vous êtes au Maroc ou si vous y connaissez des gens, n'hésitez pas à faire tourner l'info. Jusqu'à jeudi prochain, il y a des conférences et des observations au télescope qui sont organisées pour ceux que ça intéresse. Bravo donc à Madame Ambert, professeure documentaliste au collège de Vinci à Carvin, et à nos amis marocains de l'association Casablancaise d'Astronomie, qui ont quand même fait l'effort d'organiser des trucs. Alors je sais pas si ça a un lien ou pas du tout, mais un événement beaucoup plus médiatisé prendra le relais directement après la Semaine mondiale de l'espace, puisque la fête de la science commence le 10 octobre, donc mercredi jusqu'au 14, donc jusqu'à dimanche. C'est dans toute la France, et le programme se trouve d'ores et déjà sur fêtedelascience.fr. Avant de vous déplacer vers la science, je vais faire déplacer la science jusqu'à vous avec le tweet de la semaine, qui se trouve être double d'ailleurs, parce que 140 caractères, c'est quand même parfois trop peu pour partager des infos amusantes. Alors c'est la Terre elle-même qui a dit, je la cite, « Je tourne autour du Soleil à 30 km/s, qui tourne autour du centre de la Voie lactée à 250 km/s, qui file dans l'univers à 600 km/s. » Et au tweet suivant, elle a rajouté « Le temps de lire le tweet précédent, tu as parcouru 3000 km sans bouger de ta chaise, petit terrien. » Alors c'est un fait scientifique amusant qui nous fait prendre conscience que notre vision du monde est vraiment limitée, puisque la gravité qui nous colle les pieds à la Terre là, nous empêche de ressentir les effets de mouvement de notre propre planète autour du Soleil. Et donc encore moins évidemment les mouvements de ceux du Soleil, de la Voie lactée et de l'expansion de l'univers en général. Et pourtant, même quand on roupille au fin fond d'une couette, on se déplace à une vitesse vertigineuse. Cette info, elle a une conséquence plus philosophique, c'est que du coup, on comprend que l'immobilité n'existe pas. Tout bouge dans l'univers, tout le temps, partout. Même dans le vide spatial, là où la température est proche du zéro absolu, et donc de l'immobilité, puisque la chaleur est liée au mouvement, ça bouge encore. Et alors du coup, comme l'univers se refroidit, comment ça va se passer quand il va atteindre le zéro absolu, parce qu'on y est presque là quand même. Et quand toutes les étoiles auront brûlé leur carburant, quand il n'y aura plus assez d'énergie pour provoquer du mouvement, tout va s'arrêter? Donc disparaître ou se rétracter? Ou est-ce que c'est impossible d'atteindre un état d'immobilité absolue et qu'on va tous toujours bouger partout, tout le temps, même très lentement? Je vous le demande, voilà. Ça fait partie des nombreux mystères auxquels je pense souvent, trop souvent peut-être. Et je crois qu'il faudra voir à ce que j'arrête de me poser trop de questions, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'immobilité totale est possible et si même ça a un sens de poser la question. Mais laissons donc ces questionnements métaphysiques de côté et regardons l'image de la semaine pour nous reposer un peu le neurone. En voilà un bien beau caillou martien! Bon alors non seulement cette image est d'une netteté proprement effarante pour un appareil photo qui a quand même parcouru 170 millions de kilomètres dans l'espace, mais en plus, vu ses contours, on imagine carrément bien qu'une rivière a coulé tout autour de ce gros caillou là et que le rebord tout plat était comme une jolie marche pour traverser sans se mouiller les orteils. Bon, cela dit, la NASA n'indique pas qu'il y ait une rivière à cet endroit-là, c'est moi qui fantasme. Mais Curiosity a quand même découvert la preuve, il y a quelques jours, qu'un ancien torrent a coulé là où elle se trouve, comme l'indique cette image. Et il y a quelques jours aussi, elle est devenue maire du cratère Gale sur Foursquare, si. Mais bon, sans trop de mérite quand même, parce que genre, elle est toute seule.
Mais bon, si comme moi, vous n'utilisez pas l'appli Foursquare, c'est possible quand même de la suivre sur leur site web directement. Donc je mettrai le lien évidemment dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Comme toutes les semaines, il y a plusieurs dates importantes et c'est toujours un peu compliqué pour moi d'en choisir qu'une. Mais si vous voulez connaître les autres, sachez que j'utilise tous les jours le hashtag ANIVL, A2NIVL, sur ma liste de l'univers sur Twitter, donc à suivre si ça vous intéresse. La date de la semaine sera donc le 5 octobre, vendredi dernier, jour où l'ESO, Observatoire européen austral, a fêté ses 50 ans tout rond. À cette occasion, il y avait d'ailleurs un colloque toute l'après-midi du vendredi qui était accessible que sur invitation et qu'on m'avait proposé de live tweeter. Mais malheureusement, en semaine, comme ça, je peux pas parce que j'ai un métier que j'aime passionnément et j'ai dû refuser. Mais c'est super frustrant parce que ça avait l'air vraiment cool et il y avait une conférence sur les exoplanètes et tout mais bon, c'est la vie. En tout cas, un grand merci à la personne qui a pensé à moi pour cet événement. Ce n'est que partie remise si ça se passe un week-end la prochaine fois. Donc l'ESO, c'est une organisation européenne qui s'occupe d'astronomie observationnelle par le biais de tout plein de télescopes, principalement basés au Chili, dont le VLT, le Very Large Telescope, et c'est grâce à l'ESO qu'on a notamment découvert Gliese 581c, la première exoplanète dans une zone habitable. Et là, ils ont un projet de télescope géant qui s'appellera le Extremely Large Telescope et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir quelles images il va bien pouvoir nous ramener, ça va être assez incroyable. Parce que pour le moment, donc pour vous montrer, on doit à l'ESO cette photo d'étoile, par exemple, ou cette nébuleuse, et cette image de Bételgeuse qui n'a pas l'air comme ça, hein, mais c'est une très très grosse étoile, genre grosse comme 1000 fois le soleil. Voilà, voilà, et quand elle explosera en supernova, elle se verra de la Terre, même en plein jour. Mais vous emballez pas, on sera déjà tous morts. Mais j'ai plus réjouissant que de tous mourir, c'est l'info de la semaine. En l'an de grâce 1006, les êtres humains de tout plein de pays sur la planète ont pu observer une supernova de leurs propres yeux, puisqu'elle a brillé à peu près comme un quartier de lune, alors qu'elle se trouve à 7100 années-lumière d'ici quand même. Et en fait, les scientifiques ont découvert récemment, cette semaine, que cette supernova provient de la collision de deux naines blanches. Alors des naines blanches, c'est des étoiles mortes, pour aller rapidement. Et c'est tout à fait fascinant parce que cette gigantesque explosion que nos arrière-grands-parents ont pu voir en 1006 et pendant un an après ça, 1006 ans plus tard, justement, nous voilà en 2012 et ça donne cette jolie nébuleuse. Et je trouve ça plutôt chouette de savoir que sur l'échelle d'une civilisation humaine, on puisse assister à la naissance et au développement d'une nébuleuse. Parce que ces trucs-là, en fait, c'est souvent tellement loin et tellement grand, puisque ça peut faire jusqu'à des centaines d'années-lumière de large, que ça échappe totalement à notre entendement humain. Et là, moi, je trouve que c'est un peu plus concret et ça me fait plaisir. Donc restons dans les choses énormes et lointaines qui deviennent carrément concrètes avec le bidule connecté de la semaine, à savoir l'application Swift Explorer sur iPhone, parce que j'ai toujours un iPhone. C'est l'application de la sonde Swift qui se trouve au-dessus de nos têtes, là-haut dans l'espace, et qui détecte les sursauts gamma. En général, et pour faire vite, en gros, ça veut dire qu'il y a un trou noir pas loin, puisque ce sont les plus puissantes explosions qui puissent exister dans l'univers. Et le plus merveilleux dans l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'un sursaut gamma est détecté, l'appli, elle t'envoie une alerte push, quoi. Et du coup, quand je les reçois, on me prévient de la découverte, ou peut-être même de la naissance d'un trou noir, et ça m'arrive, comme ça, dans le creux de la main dans mon téléphone. C'est merveilleux. Et en général, quand ça arrive, je saute partout. Et récemment, l'alerte est arrivée un matin au bureau, et il y a Vinvin qui a capté sur Twitter que j'avais laissé exploser ma joie. Mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire... la naissance d'un trou noir qui t'arrive par une alerte sur ton téléphone, quoi. Ça n'arrive pas tous les jours et c'est un peu magique. Alors, effectivement, quand ça arrive, je saute partout. Donc, c'est une appli iPhone et je crois même qu'elle est gratuite. Alors, revenons un peu sur Terre avec la personnalité de la semaine. Il s'agit de Catherine Sullivan, docteur en géologie et astronaute à la NASA, qui est la première femme à avoir fait une sortie extravéhiculaire et donc à avoir marché, entre guillemets, dans l'espace le 11 octobre 1984. Donc respect, madame, et joyeux anniversaire puisqu'elle a fêté ses 61 ans le 3 octobre dernier. Et pour finir, je vais vous parler de BD
avec les fables scientifiques de Daryl Cunningham, un artiste anglais de 52 ans qui s'est amusé à déconstruire des mythes pseudo-scientifiques propagés le plus souvent par des conspirationnistes. Alors, il explique notamment pourquoi il est complètement crétin de croire qu'on n'a jamais marché sur les lunes. Il prouve que la théorie de l'évolution se base sur des faits scientifiques, mais il parle aussi de réchauffement climatique, de chiropraxie, de déni de la science et de plein d'autres choses. Ces dessins sont souvent mélangés à des photos ou à des images d'archives et il utilise une palette de couleurs différentes à chaque chapitre. Donc c'est vraiment très, très joliment pensé. Et dans la postface, à la fin, il dit ces choses très justes. La science n'est pas une question de foi, ce n'est pas un point de vue parmi d'autres. La science valide est vérifiable et résiste à l'épreuve du temps. Tout ce qui ne fonctionne pas dans la science s'écroule, ce qui subsiste, c'est la vérité. Voilà. Donc ce sont les fables scientifiques aux éditions Ça et Là, sorties cette année et ça coûte 18 €. Ce 3e podcast est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir écouté et merci aux plus de 300 personnes qui ont téléchargé l'épisode 1 et l'épisode 2. Ça me fait vraiment très plaisir et voilà, je voulais vous en remercier et donc à la semaine prochaine.